Merci de nous rejoindre des 12 de Pyramide FM. C'est le dernier dimanche du mois de mars et ce sera la fin du mois consacré à la fin de la femme. Demain, ce sera la fin du mois consacré à la célébration de la femme. En 4 semaines, il a été rappelé aux humains que les femmes sont des êtres spéciaux et dont il faut prendre le plus grand soin, libres et égaux en dignité et en droit, des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont repris par la plupart des constitutions du monde. Celle du Togo, la nouvelle, n'a pas dérogé à la règle. Promulguée le 6 mai 2024, elle cite entre autres la Charte des Nations Unies, les pactes internationaux ou encore la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La nouvelle constitution du Togo met en avant l'état de droit, le pluralisme politique et la démocratie. Depuis quelques jours, le gouvernement togolais procède à une campagne de sensibilisation et d'explication de la nouvelle constitution. L'opposition contre-attaque par un meeting d'explication. Dimanche, c'est sur le terrain des cheminots à Akasime que leaders de partis politiques et d'associations se sont livrés à l'exercice d'explication, de tests et de contests. Plusieurs acteurs, dont Brigitte Adjabagbo Johnson, étaient de la partie, sans bien sûr son premier agent Pascal Adoko. Le 10 mars dernier, il avait définitivement quitté le siège de son parti et les grands rassemblements politiques. Jeudi, il a eu droit à un hommage de la part de ses anciens camarades. Ce dimanche, celui qui fut un de nos invités au D12 reparlera probablement pour une dernière fois politique. Hommage et souvenirs de quelques prises de position. Cette semaine, des hommages ont été aussi rendus à des soldats au camp militaire Nyasingbe Yadema à Lomé. Il y a 32 ans, dans la nuit du 24 au 25 mars 1993, une attaque avait eu pour cible le régiment interarmes de Tokoin hérité. Les Togolais avaient trouvé la mort durant cette attaque. Plus près de nous, c'est entre Dapaon et Saint-Cassé qu'un accident sur la Nationale 1 a fait 4 personnes tuées. Les routes du Togo continuent de donner de la mort. Le prochain bilan sera de nouveau élevé, comme celui des donneurs de vie dans et autour des écoles de la région des Plateaux. Depuis l'histoire des 43 élèves exclus, on peut se rendre compte que le mal est plus profond. 38 grossesses recensées pour ce premier trimestre selon des chiffres publiés par la presse nationale. Les médias du Togo continuent d'informer, de former, de divertir si besoin, mais non sans peine. La preuve, il y a toujours les traditionnelles critiques des lecteurs et auditeurs, puis la surveillance des autorités par l'entremise de la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est intervenue cette semaine pour suspendre le journal La Dépêche. 3 mois d'interdiction de parution. Le journal n'aura pas du temps pour relayer l'appel du MPDD à récomposer la Commission électorale nationale indépendante. Il ne pourra pas non plus commenter ou analyser la nouvelle contre-performance des éperviers du Togo battus à Dakar par les Lions du Sénégal, 0 but contre 2. Qu'il est bien loin l'épopée de 2005 suivie de la qualification du Togo à la Coupe du Monde de 2006. Le meilleur joueur togolais de l'époque, Emmanuel Adebayor, était parti jouer cette semaine à Ouagadougou. Le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré sait visiblement jouer au football. Le foot, il faut le dire, procure de la joie, tout comme les fêtes, à l'instar de Ramadan, célébrées ce dimanche. Nos invités sont Brigitte Adjabagbo Johnson et Gérard Adia de la Dynamique pour la majorité du peuple. Les numéros du D12 sont 97 50 34 37 et 70 43 09 70. Quand certains fêtent, certains pleurent. L'émission est mise en onde par Romaric Fretassa. Adoko, il est rappelé à Dieu le 10 mars dernier à l'âge de 68 ans. Nous l'écouterons plusieurs fois dans cette émission. Le premier adjoint au secrétaire général de la Convention démocratique des peuples africains a plusieurs fois répondu favorablement à nos invitations. Voici la voix de Pascal Adoko. Au Togo, les Togolais n'ont pas pu, les Togolais qui pensent diriger le Togo n'ont pas pu voir que le peuple togolais s'est mobilisé. Au moins, à l'extérieur, les gens ont pu voir que les Togolais se sont mobilisés. C'est ça qui est important. Et les Togolais en eux-mêmes savent aussi qu'ils sont mobilisés et qu'ils veulent une chose capitale. C'est qu'on restaure la Constitution de 1992, le 14 octobre 1992, dans sa version originelle, avec toutes ces implications. Nous parlerons des revendications dans un instant aussi. Mais la loi sur les manifestations publiques au Togo, vous la connaissez, elle autorise les manifestants à être sur la voie publique jusqu'à 22 heures, mais pas au-delà. Quelque part, est-ce que les manifestants n'étaient pas en faute? Monsieur Atiogwe Pierrot, le pouvoir appartient au peuple. Et c'est lui qui le délègue à des gens.
C'est pour ça que la loi sur la manifestation prévoit également les manifestations spontanées. Et une manifestation spontanée n'est pas illégale. Oui, cette manifestation, au départ, n'était pas censée être spontanée. Vous risquez d'être surpris par la suite. Le peuple est déterminé. Je n'en dirai pas plus. Donc, ça veut dire que, quelque part, cette nuit-là, vous étiez resté pour rester éternellement. Et c'était quoi l'idée? Le peuple reste dans une rue qu'elle s'est construite elle-même, ce peuple lui-même, cette rue-là a été construite par le peuple, et le peuple le prend pour manifester son désir d'avoir quelque chose. Il appartenait au pouvoir de répondre rapidement pour que le peuple puisse quitter la rue. Au lieu de ça, on nous a chargés pensant que la force des armes peut réprimer un peuple. Je tiens à rappeler que la lutte populaire est invincible. Cette voix, elle appartient à Pascal Dokou. Elle était dans ce studio le 10 septembre 2017. C'était autour des manifestations qui avaient secoué le pays, des manifestations portées au départ par Tipi Tchadam, rejoint par la suite par l'ensemble des partis de l'opposition du Togo. Une première réaction à cette voix que vous venez d'écouter, madame. Bonjour Pierrot, et je voudrais saluer d'abord les auditeurs et auditrices, mais aussi accomplir l'agréable devoir de souhaiter une bonne fête de l'Aïd el-Fitr à nos compatriotes musulmans qui viennent de boucler toute une période de jeûne, et prier pour que leur sacrifice purifie nous tous, mais aussi nous aide à libérer ce peuple. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir pris l'initiative de rendre hommage à Pascal. Pascal mérite d'être célébré. Le faire du vivant de quelqu'un peut donner l'impression que on se laisse aller au culte de la personnalité. Mais je pense que quand nous avons perdu des hommes d'une telle valeur, eh bien, il faut rendre hommage, il faut célébrer pour que nous qui sommes encore en vie et que les générations futures, nous puissions en tirer l'inspiration et la force dont nous avons besoin pour conduire le combat. Cet extrait-là que vous avez passé dit tout sur Pascal. Et curieusement, c'est d'actualité. C'est comme si il commentait une actualité de 2025. Et il a rappelé des choses essentielles. D'abord, il a montré qu'il était un homme de combat, un homme de détermination. Pascal n'aimait pas beaucoup parler. Vous savez, il y a une dernière sortie que je devais faire chez un de vos confrères, et je lui disais: Pascal, s'il te plaît, tu veux pas aller. Il me dit: non, je ne veux pas, attends, je me donne encore quelques jours pour monter au créneau. Ce que je sais, c'est que il lui arrivait de ressentir une colère très forte, mais il faisait l'effort de maîtriser la colère et choisissait les moments où il pouvait s'exprimer pour sortir quelque chose qui soit qui soit mobilisateur, tout en ne laissant pas
voir sa colère. Et c'est comme ça que Pascal fonctionnait. C'est un monsieur dont tout le monde a dit de manière unanime, de jeudi jusqu'à hier, où on l'a accompagné à sa dernière demeure. Les gens sont tombés d'accord. Nous reviendrons sur ce moment-là, madame, s'il vous plaît. Nous reviendrons sur ce moment, jeudi, à Lomé, au siège de la CDPA, et puis dans sa localité. Et je le remercie d'avoir rappelé dans cet extrait-là que la lutte populaire est invincible. Puisque vous êtes deux, madame, nous allons écouter Geradia. Vous l'avez écouté là, sans doute que nous l'écouterons une deuxième fois au cours de cette émission, mais cette voix-là, vous ne la verrez plus portée par une personne vivante. Pascal Adoko, il est définitivement parti. Oui, malheureusement, Pascal est parti. Avant que je parle de lui et de son intervention là, je profite de l'occasion également pour saluer toutes les auditrices et les auditeurs, surtout nos amis et frères musulmans qui fêtent aujourd'hui la fête du Ramadan. Bonne fête à vous et que Dieu exauce vos prières pour que notre pays soit libéré. Pascal a parlé tout à l'heure de la mobilisation, des manifestations et surtout, il a dit quelque chose de fondamental. La lutte populaire est invincible. Et nous le savons et nous y croyons que la lutte populaire est invincible. Pascal l'a répété plusieurs fois et malheureusement, il est parti sans voir l'aboutissement de cette lutte pour laquelle il s'est donné. Pascal s'est donné, il a consacré toute sa vie, une partie du moins, c'est la grande partie, à combattre un système, pas les hommes, mais un système incarné par certains hommes togolais qui pensent que on peut s'amuser avec le destin de tout un pays. Pascal était contre ça, parce que c'est un homme de justice, c'est un homme qui veut le bien de tous, c'est un homme qui, dans son cœur, a des valeurs qu'il défendait. Et ces valeurs, beaucoup d'acteurs politiques l'ont exprimé ces derniers jours. Nous avions été unanimes à comprendre que Pascal, c'est une grande perte pour notre pays tout entier. Et même les gens du pouvoir doivent reconnaître qu'ils ont perdu quelqu'un qui pouvait les aider à s'en sortir. Parce que Pascal était un homme un conciliateur, quelqu'un qui peut servir de courroie pour faire accepter des choses difficiles. Malheureusement, nous l'avons tous perdu par la faute de ceux qui nous gouvernent. Parce que, bon, la mort peut venir à tout moment à n'importe qui. Mais si les conditions dans lesquelles nous vivons étaient les meilleures, je crois que les choses seraient autrement. Et ça nous fait très mal. Bien, merci. Je comprends votre douleur. Nous avions eu l'habitude, à la disparition de nos invités, de rediffuser une de leurs anciennes éditions ici. C'est ce que nous avions fait par le passé avec la disparition de Maître Yaoui Abouibo ou encore de M. Agba. Ce dimanche, nous avons changé de format. Pascal Adoko, en réalité, au-delà de son statut d'invité au D12, même avant, même au 12-13 à Nana FM, était aussi un de nos fidèles auditeurs. Et puisqu'il lui arrive souvent de réagir à écrit à nos directement dans ma boîte, voici ce qu'il m'a écrit le dimanche 2 février 2025. Et ce jour-là, je recevais Eric Padé qui nous parlait du général et Adema et de la célébration de sa mémoire et aussi de la question de l'alternance. Voici ce que Pascal Adoko m'avait envoyé comme écrit. Elle a dit que nous devons convoquer la très grande patience pour une nouvelle alternance, point d'interrogation. Et puis à ma réponse le lendemain, puisque moi je lui ai répondu le lendemain, bonjour Mr Adoko, j'espère que tout va bien, bonne semaine et merci d'écouter le D12. Voici à nouveau sa réponse, c'est un plaisir pour moi. Fin de citation.
En réalité, au-delà de sa présence dans nos studios ici, c'est quelqu'un qui aime beaucoup écouter l'émission les dimanches. Et vous, personnellement, puisque moi, je l'avais connu comme enseignant quand j'étais au lycée de Benidi, il était notre professeur de mathématiques. Et pour vous, qui était-il, Pascal Adoko? Pascal, bon, moi je ne l'ai pas connu en tant qu'enseignant, hein, je ne savais même pas. C'est suite à son décès là que j'ai appris qu'il a été enseignant de mathématiques. J'ai su après qu'il a fait les sciences mathématiques, ce que j'ai fait aussi. Et donc, quelque part, nous avions cette ressemblance. Et puis, je l'ai connu en politique, à la CDPA. Je l'ai connu à la CDPA. Mais, tout dernièrement, avec notre collaboration au sein de la DMP, Pascal a été pour moi un complice. Je dis bien complice parce que quand nous rédigeons certains textes, lui et moi on s'entend sur les mots. Et à chaque fois que je rédige un texte, je lui envoie prioritairement. Lis, dis-moi ton appréciation. Et quand il me dit de changer un mot, je n'hésite même pas. Parce que je sais que c'est un homme carré, quelqu'un qui est très précis dans ses idées. Alors quand il dit, ça là, il faut corriger, il faut plutôt mettre ça, je n'hésite même pas, je ne discute pas. Donc cette complicité-là, nous l'avons traînée sur une longue période. Et le jour où il mourait, ce lundi-là, nous devions prévoir une réunion sur le mercredi. Donc, je lui ai envoyé un message. On fait quoi? Voilà le message que je lui ai. On fait quoi? Le temps passe. On fait quoi? Puisque nous avions eu à rédiger ensemble la déclaration du 20 mars. Et donc, c'était lui qui était le responsable du projet. C'est lui qui dirigeait le groupe de travail. Et donc, il faut programmer la tenue de la conférence de presse au cours de laquelle nous devons lire cette déclaration. Donc nous étions en train de discuter avec nos partenaires politiques. Et donc ce lundi, je lui ai envoyé un message. On fait quoi? Je n'ai pas reçu de réponse jusqu'à ce jour. C'est le mardi matin que le pasteur Edo Komi, qui faisait partie des gens avec qui nous travaillons, qui m'appelle pour me dire non, il m'a appelé 2 fois, je n'ai pas vu l'appel. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai vu son appel, je l'ai rappelé. Il a commencé par pleurer. Je lui ai dit, mais tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Il me dit, non, la nouvelle de Pascal. Quel Pascal? Quel Pascal? Et donc c'était une surprise, vraiment pour moi. Quelqu'un que j'attendais pour qu'on puisse programmer des choses, on me dit qu'il est mort alors que je n'ai pas appris sa maladie. Vous imaginez de quoi il s'agit. Donc c'était un peu difficile à supporter. Pascal, bon, c'est un complice que je viens de perdre. Mais c'est ce qu'on a retenu de votre intervention, et sans doute que c'est beaucoup plus à madame, puisque je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas, il a parlé de complice. Je ne sais pas qui il était pour vous, Pascal Adoko. Pascal, je l'ai connu à la CDPA aussi. Hein. Il a fait son adhésion à la CDPA depuis avril 92. Et très tôt, il s'est illustré comme un des militants sur qui il fallait vraiment compter. Je pense que nous avons cheminé ensemble dans le parti. Et je dois dire que à la CDPA, on a un esprit d'équipe. En fait, c'est des équipes qu'on installe à la tête du parti, puisque nous avons un secrétariat général, dont moi je suis à la tête, mais c'est un travail d'équipe que nous faisons. Et j'ai toujours considéré que c'est une responsabilité qui nous a été confiée. Ça n'a pas été confié à moi de manière individuelle, mais
à toute l'équipe de diriger la CDPA. Et c'est comme ça que nous avons travaillé très rapidement. J'ai découvert encore d'autres qualités chez Pascal. C'est un homme à l'esprit très ouvert. Vous savez, nous sommes en Afrique, hein, et les questions de pouvoir, le pouvoir, on considère que c'est l'affaire des hommes. Ce n'est pas l'affaire des femmes. Et c'est difficile de faire comprendre aux gens que c'est aussi l'affaire des femmes. Pascal est il est de ceux qui ont compris que c'est tout autant l'affaire des femmes que des hommes. Et donc nous avons travaillé en très grande complicité, comme Gérard le disait. À aucun moment je n'ai senti chez lui qu'il me considérait comme une femme. Il n'avait aucun réflexe, aucun geste déplacé. C'est quelqu'un qui croyait vraiment en l'égalité des femmes et des hommes. Et la preuve, il s'est accommodé de ce que il a eu 4 filles qu'il a élevées comme des Amazones, comme il les appelait, et des filles à qui je veux rendre hommage, qui ont préparé dignement et avec efficacité les obsèques de leur père. Donc, un homme avec une ouverture d'esprit vraiment qui devrait nous inspirer. De camarades, on est devenus très rapidement amis. Je ne le connaissais pas, mais j'étais surprise quand il m'a demandé un beau jour, est-ce que avec ton époux, vous ne voudriez pas être les témoins de mariage de ma première fille? Et c'est avec plaisir que j'ai tout de suite accepté. Mais pour en revenir à la politique, je pense que c'était véritablement mon alter ego. Quand il était quelque part, j'étais tranquille. Je savais que en aucun cas il ne s'écartera de la ligne politique du parti, et il disait les mêmes choses que moi en empruntant d'autres mots. Et des fois, quand j'avais fini d'intervenir quelque part, il me disait c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, tout en étant ferme, se faisait le devoir de trouver des mots, d'arrondir un peu les choses, et souvent il arrondissait aussi mes textes. Bien, merci. J'ai découvert cette semaine que son nom ou ses surnoms sont plus longs que ce que moi je pensais. Moi je le connaissais comme juste Pascal Adoko. Je retiens donc de tout ce que j'ai lu cette semaine Assil et Assim, en réalité, qui veut dire union. Quel est le message caché derrière ce surnom-là, brièvement? Mais en fait, en réalité, Assil, Assim, c'est quelque chose qui caractérise tous les militants de la CDPA, puisque c'est notre logo aussi, Assil, Assim. C'est-à-dire que depuis la création de la CDPA, et souvenez-vous, la CDPA a été créée en clandestinité. Nous avions conscience de ce que, face à la tâche qui nous attendait, eh bien, il fallait pouvoir compter sur la contribution d'autres acteurs. Et il fallait qu'on travaille ensemble. Donc, pour nous, l'union des forces de l'opposition à ce régime dictatorial que nous combattons, c'est une évidence pour nous. Et c'est quelque chose que nous recherchons, que nous devons rechercher tout le temps. Mais Pascal incarnait effectivement, plus que bien d'autres, cette union-là. Il était celui qui était prompt à, dès qu'il sentait qu'il y avait un problème,
à aller vers les uns et les autres, à essayer d'aplanir les difficultés. Il disait des choses qui pouvaient faire mal, qui pouvaient blesser, mais avec un sourire. Un sourire, ce qui le caractérise aussi, c'est le sourire, même en réunion. C'est quelqu'un qui faisait tout le temps des blagues pour détendre l'atmosphère et vous permettre de discuter des choses sérieuses et graves. J'ai dit, il a eu droit à un hommage au siège de votre parti politique. Vous reviendrez dans un instant sur cette cérémonie, mais hier, il a été inhumé chez lui dans la préfecture d'Isio. Gérard Dia, vous y étiez. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est la première fois que je me suis rendu dans ce village, malheureusement. J'entends parler de Havé, mais je n'y suis jamais allé. C'est hier que j'ai pu m'y rendre. J'ai vu d'abord une grande foule. C'est un village. Après Batopé, la route pour y arriver, c'est une piste rurale. Mais le monde que j'ai vu à l'enterrement de Pascal hier, c'était formidable. Je m'y attendais pas. Et puis il y a eu une organisation fantastique. Et les émotions étaient vives. Surtout au moment où les gens faisaient leurs hommages à Pascal. Même si tu es dur de cœur, tu ne pouvais pas t'empêcher de verser des larmes. J'en ai versé plusieurs fois. Parce que je me suis rendu compte que tout ce que tout le monde racontait de Pascal, moi-même je connais un peu le type. Mais avec tout ce que les gens racontaient de lui hier, je dis mais tiens, c'est tout ça là qu'on vient de perdre comme ça. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'il la densité de l'homme, les qualités, les valeurs qu'il défendait, et puis tout ce qu'il a eu à faire pour les gens de son village, les gens de Tchévier, et son combat pour que l'égalité, l'équité soit instaurée dans les... Et puis, je ne savais pas je savais qu'il était chrétien, mais je ne savais pas qu'il était aussi profondément ancré dans la foi chrétienne, catholique. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y avait une douzaine de prêtres qui étaient venus célébrer la messe de son enterrement. J'en ai même des amis parmi eux. Ils ont été surpris de me voir. J'ai dit, mais tu n'as jamais su que Pascal et moi, on est proches. Donc, c'était vivant, mais très triste. C'était très triste. Donc, je me suis rendu compte que c'est une grande perte pour tout le monde. Avec tout ce que les gens ont eu à dire de lui hier, tout ce qu'on a vu là-bas. Il y avait les gens de parti au pouvoir aussi hier, hein, surtout les gens de sa commune, qui étaient venus très nombreux. Ils se sont organisés, ils sont venus avec des bus pour venir célébrer le départ de Pascal. Il y avait les gens du parti au pouvoir. Il y a l'envers aussi de l'opposition. Oui. Au-delà de la DMP. Oui, après la DMP, il y a le CAR qui était là, Santé du Peuple qui était là. Il y avait plusieurs autres partis politiques qui étaient là. J'ai vu le MPDD même qui était représenté là-bas par Pascal, Pascal que je connais aussi très bien. Donc il y avait d'autres partis politiques de l'opposition qui étaient là. Il est inhumé donc chez lui à Harvé, dans la grande dignité. Dans la préfecture des Oui, je pense que les populations lui ont fait quand même un grand honneur. Sa famille était vraiment unie autour de sa dépouille. Et c'était beau, mais c'était triste. Parce que c'était un départ, à mon avis, trop prématuré. Trop prématuré. Pascal aurait pu continuer encore un tout petit peu. Surtout que nous sentons le train avancer vers la gare parce que le Togo est en secousse. Actuellement, le Togo est en secousse. Avec la nouvelle constitution que nous combattons là, personne ne sait là où ça va nous amener. Pascal a 68 ans, je rappelle. Il y avait également de l'émotion jeudi dernier au siège de votre parti, madame. Vous avez tenu à rendre hommage à la mémoire de celui qui est désormais un illustre disparu. Racontez-nous aussi, brièvement, madame, comment ça s'est passé.
C'est pas moi qui ai tenu, mais je voudrais dire que ce sont les militants qui ont tenu à ce que cet hommage-là lui soit rendu et qui se sont investis, qui ont préparé l'hommage. Nous avons voulu que tous ceux qui l'ont connu dans sa vie politique, dans sa carrière politique, et qui nous ont saisis en privé. Moi, j'étais aux États-Unis quand la nouvelle est tombée. Je suis parti de Lomé le dimanche 9 mars. Le vendredi 7, nous avons passé toute la journée à travailler ensemble. Le samedi, on ne s'est pas parlé, mais quand je les quittais le vendredi, il savait que bon, je partais, la réunion n'était même pas finie, mais je partais pour aller préparer mon voyage. Je ne pouvais plus rester avec eux. Et donc, le dimanche, j'étais à l'aéroport quand j'ai reçu un message de lui me demandant en quelque sorte si mon voyage tient. J'ai dit, mais pourquoi il me pose cette question? Et je lui ai répondu, mais je suis déjà à l'aéroport, je viens de finir mes formalités, j'attends l'avion. Et il répond, bon voyage et à bientôt. Alors je prends l'avion de Lomé, je fais ma correspondance à Paris, j'en reprends un autre, j'arrive à New York, dans ma chambre d'hôtel, et je prends mon téléphone en disant, bon ok, j'ai mis le Wi-Fi, je vais regarder les messages qui sont arrivés. Le premier sur lequel je tombe, c'est sa fille qui écrit j'ai une mauvaise nouvelle, papa net. Je dis c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'ai rappelé aussitôt et elle m'a confirmé. Nous avons, je ne peux pas vous dire, Pierrot, comment c'était douloureux. Je pense que le deuil va être long parce que bien qu'on l'ait mis en terre hier, je me pose toujours la question de savoir est-ce qu'il est vraiment parti. Et c'est pareil, je réentends sa fille lui dire papa, réveille-toi. Et si nous, on a été choqués, et je me demande ce que ça sera pour eux. Donc, cet hommage-là, depuis que j'étais en voyage, les coups de fil n'arrêtaient pas. J'ai passé 3 nuits sans dormir parce qu'il y a un décalage horaire aussi. Donc, les gens appelaient spontanément et appelaient dans la nuit, même s'ils ne m'appelaient pas, je ne pense pas que j'aurais dormi. Et nous nous sommes dit, Pascal, il était vraiment aimé, il était apprécié. Il faut vraiment qu'on invite tous ceux-là, même de ces anciens élèves qui me contactaient, il faut qu'on les invite à une cérémonie d'hommage pour que nous tous nous le plairions, mais que nous le célébrions aussi, parce que il n'a pas vécu inutilement. Pascal n'a pas vécu inutilement. Il a fait sa part. Et je suis sûr que autant il inspirera les générations futures, autant là où il se trouve là, et Dieu étant miséricordieux, je pense qu'il est déjà avec lui et il le suppliera. Il le suppliera pour le Togo. Notre lutte va aboutir. Pascal, c'est un homme politique, comme vous l'avez connu, un enseignant de mathématiques, puisque c'est ce qu'il a fait aussi. Mais je ne sais pas si vous savez qu'il était aussi un dirigeant sportif. Il a un club de football dans son village là-bas à Havé. Vous ne savez pas? Ça, je ne savais pas qu'il était. C'est hier,
lors des messages qu'un jeune était venu témoigner sur son amour pour le football et tout ce qu'il faisait pour les jeunes dans le village là-bas. Il supportait une équipe qui s'appelle les Sangliers. Il a créé l'équipe. On a su qu'il était sur tous les terrains. Il était sur tous les terrains. Pascal, c'est une perte. Vraiment une perte. Vous voyez-vous, Pierrot, je voudrais compléter ce que Gérard vient de dire en mettant en exergue une autre dimension de Pascal. Gérard a dit qu'il est aimé. Je pense qu'il était aimé vraiment dans sa communauté parce qu'il avait le souci véritablement de contribuer au développement de sa communauté. Il a à part ce club sportif-là, qu'il a créé et soutenu, c'est quelqu'un qui s'est battu pour que son village ait accès aux services sociaux de base. L'eau, il a réussi. Mais l'électricité, je peux vous dire que c'est le dernier combat en matière de développement qu'il a mené aussi. En 2025, il m'a dit, il faut que, cette année-là, que Havé ait de l'électricité. Il ressentait le fait que on est en fait puni. Il me disait, on a puni ma communauté parce que tout autour les villages étaient électrifiés et il ne comprenait pas pourquoi on avait laissé Yahvé de côté. Et il a compris lorsque à l'occasion d'élections on a commencé à dire aux populations, vous voulez de l'électricité? Non, continuez à voter. Continuez à voter 100% pour Pascal. Et donc, c'est là qu'il s'est dit, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas punir tout ce monde-là à cause de moi. Il se sentait coupable à la fin. De telle manière que, en 2025, il a dit, il n'y a rien à faire. Je me battrai. Il faut mettre fin à cette situation. Et il a pratiquement réussi, Pierrot, puisque on a fini par commencer les travaux d'électrification et de ce que les filles m'ont rapporté, le maire et l'ensemble du conseil municipal auraient souhaité qu'il y ait un peu plus de temps pour qu'on puisse connecter. Les travaux sont bien avancés, mais apparemment il semble qu'il manquait quelques petits trucs pour connecter, que nous puissions organiser ces funérailles dans Havé électrifié. Mais on peut mettre ça déjà sur le compte d'une des victoires qu'il a eues avant de partir. Havé sera bientôt électrifié. Bien, merci madame. Nous allons écouter une autre intervention de Pascal Adoko avant de poursuivre avec d'autres sujets. Monsieur Adoko, Pascal, vous êtes de CAP 2015. Est-ce que vous sentez, ou bien, comment vous vivez les premières heures de cette entente avec les autres partis politiques? Non, moi je vous dirais que c'est un moment d'exaltation. Le peuple togolais nous a dit, choisissez-nous un candidat et nous allons aller à ces présidentielles pour les gagner. Tous les acteurs politiques, aller sur le terrain, c'est le message qu'ils ont reçu. Nous aurons réussi à le faire. Comme disent les journalistes, la fumée est blanche. C'est une exaltation. Hein? Voilà, donc ce bébé, il est beau. C'est un beau bébé. Hein? N'en déplaise aux détracteurs, c'est un beau bébé. On va y aller et vous allez voir. C'est tout. Nous, on est confiants. C'est l'espoir du Togo. Parce que pour une fois, on a répondu présent à l'appel du peuple togolais. Ils ont exigé un candidat unique pour affronter ce combat-là. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous pensons avoir rempli une partie de notre mission. Le reste, c'est d'entourer ce bébé pour qu'il grandisse rapidement. Et nous y sommes. On le fait tous les jours, comme M. Éric Dupuis vient de le dire. On y est et on le fait. Et nous pensons que le peuple togolais ne nous trahira pas.
Parce que c'est lui qui a donné cette directive. C'est certain que le peuple togolais est en train de nous écouter, mais dites-nous, Monsieur Pascal Adoko, pourquoi est-ce qu'il était important de choisir un candidat unique avant toute autre chose? Mais quelle chose, quand on va au conclave Non, non, je vais répondre parce que cette question revient tout le temps. Il faut qu'on clarifie les choses. Quand on est allé au conclave, quel était l'agenda? Quel était l'agenda? Mais dites-le nous, monsieur. Qu'est-ce que vous dites vous-même sur vos antennes? La fumée n'est pas blanche, on attend, la fumée n'est jamais blanche, etc. Ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Mais c'est ce que vous répétez. Donc, l'agenda du conclave, c'est de nous mettre ensemble, d'avoir un candidat unique et d'affronter unique. Point final. Bien, merci. C'était là encore une nouvelle fois Pascal Adoko, mais je vais vous faire un exercice. Est-ce que vous pouvez situer cette intervention dans le temps? C'était en 2015, n'est-ce pas? Non, c'est pas 2015. Ça doit être 2020. Non. Cette émission a été réalisée, pas ici à Pyramide FM, mais à Nana FM. Cette émission a été réalisée le 9 novembre 2014 et avec CAP 2015 qui venait d'avoir un candidat unique. Et il était en ce jour en duo avec le porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement, Éric Dupuis. C'était le 9 novembre 2014. Non, l'exercice Ouais. a été trop difficile. Nous avons parlé beaucoup de Pascal Adoko, nous allons continuer par parler de lui, mais dans l'actualité, vous savez très bien aussi qu'il y a beaucoup de sujets. Je ne sais pas ce qu'il pensait avant sa disparition de la nouvelle constitution, madame. Ah ben, comme tous les Togolais, Pascal était déterminé à combattre la nouvelle constitution. Il ne supportait pas qu'on ait pu utiliser une méthode qui consistait à violer tout simplement la souveraineté du peuple togolais. Il a rappelé dans un autre de ses extraits que vous avez passé en premier. Donc on peut comprendre que il a été, comment dirais-je, choqué par ce qui a été fait et qu'il soit déterminé à faire en sorte que cette constitution-là, adoptée dans des circonstances qui en font tout simplement un coup d'État constitutionnel, eh bien pour que ça soit combattu, que les choses soient remises en état. Dans une minute, les auditeurs vont participer à l'émission. Gérard Adja, on va vous écouter aussi. Je ne sais pas si vous avez fait des confidences par rapport à sa position liée à la nouvelle constitution. Sa position est connue, puisque le 20 mars 2025, nous avions eu à sortir une déclaration signée par 12 organisations politiques, à savoir... Nous parlerons de cette déclaration. Oui. Mais donc, lui, personnellement... Oui, c'est pour vous dire que Pascal était, je ne dirais pas l'initiateur, mais le conducteur de ce projet qui a abouti à la signature de cette déclaration. Il était dans toutes les rencontres, puisque c'est lui qui conduisait le groupe. Il rencontrait des gens, expliquait ce pourquoi il faut signer cette déclaration. Il a rédigé cette déclaration avec nous tous. C'est lui qui conduisait toutes les réunions. Donc Pascal est contre la façon dont la Constitution a été modifiée, parce que on ne peut pas modifier la Constitution de 1992 de la manière dont ça s'est passé. Puisqu'ils ont utilisé un mécanisme qui devrait permettre une révision constitutionnelle pour faire un changement constitutionnel, ce qui est inadmissible. Donc Pascal est contre tout ça. Bien, et donc la façon dont la Constitution a été modifiée et la nouvelle Constitution même qui disent avoir été adoptée et promulguée, tout ce qu'il y a dedans, il n'est pas d'accord. Pascal n'est pas d'accord. Bien, c'est noté, Gérard Adja, Madame Brigitte Adjamagbo-Johnson, vous devez vous représenter la DMP dans cette émission qui est relativement spéciale, consacrée à la mémoire de feu Pascal Adoko. Mais dans l'actualité, il y a aussi plusieurs sujets. Les auditeurs qui vous connaissent, sans doute, vont devoir participer à cette émission en posant des questions.
Je vous rappelle les numéros de la radio, 70 43 0970 et puis 96 50 34 37. Oui, allô? Oui. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Ah oui. Oui, allô? Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, vous êtes à l'antenne, Pelé. Ah. Oui, allez, on vous écoute, Pelé. Le combattant. Je salue nos invités. Bonjour, Pelé. Oui, surtout madame que j'écoute encore ce matin, qui m'a fait que je t'ai appelé parce que quand les femmes ne se découragent pas, les hommes ne doivent pas se décourager. Et je ne vois pas madame arriver sur cette antenne ce matin. Moi, je ne crois pas. C'est une surprise. Parce que en la voyant la fois dernière, c'est de la CDPA, on ne croyait pas. Donc, je pense que pour le camarade Pascal Adoko, le général est tombé et le combat continue. C'est ce que signifie la présence de Mme Adjamagbo cette antenne aujourd'hui. Alors, je pense qu'on a l'habitude de le dire, le bien est apprécié quand on l'a perdu. Mais pour Pascal, il est toujours apprécié de son vivant. Ce n'est pas qu'il est mort qu'on apprécie. Il est toujours apprécié de son vivant. Donc, je pense que ce qu'il faut dire, il faut toujours tenir debout pour faire booster ce régime à l'extérieur, ou bien partout, par tous les moyens, chercher tous les moyens. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, avec ces disparus-là, je pense qu'il va falloir que le peuple togolais qui a pas son destin en main. Parce que des morts, depuis le 13 janvier 1963, qu'on est en train de perdre des têtes, des Togolais qui ont essayé d'aller apprendre des gens à l'extérieur. Si vous allez au Cameroun, partout, voilà les Togolais qui étaient là-bas. Aujourd'hui, ces têtes-là meurent comme ça, sans avoir apporté une seule contribution pour leur nation. C'est dommage pour le peuple togolais. Donc, je salue les deux invités pour leur courage et leur détermination. Par leur foi, la nation togolaise est née. Merci, paix à son âme, Pascal Adoko. Merci. Bien, merci Pelé pour votre intervention. Vous pouvez revenir une seconde fois, hein, puisque dans l'actualité, outre, s'il vous plaît, non, vous allez parler, madame. Outre cet hommage qui est rendu depuis cette semaine à Pascal Adoko, il y a divers sujets dans l'actualité sur lesquels vous pouvez revenir, madame. Oui, mais je voudrais réagir à ce que Pelé a dit tout à l'heure quand il s'étonnait de ce que nous soyons déjà debout aujourd'hui. Je voudrais réagir en disant la disparition de Pascal nous a affectés profondément. Personnellement, j'en ai pleuré toute seule, mais pleurer en public. Jésus a pleuré son ami Lazare en public. Mais en aucun cas, le fait qu'on ait pleuré ne peut être pris comme si nous étions abattus et désormais incapables de mener le combat. Au contraire, ce combat-là, on le poursuivra avec plus de détermination. Et pour moi, Pascal sera toujours le conseiller, celui à qui je poserai la question en me demandant s'il avait été là, qu'est-ce qu'il aurait pensé de ceci, de cela. Tellement j'avais l'habitude d'échanger avec lui sur les questions les plus graves, les plus délicates. Le combat continue, justement, pour Pascal, pour sa mémoire. On doit arracher cette victoire. Bien, merci. Un autre auditeur, allô. Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour, Frédéric, comment vous allez? Effectivement. Oui, Frédéric, on vous écoute. Je salue la grande dame. Je salue tous les invités. Bonjour, bon, la chose que moi j'ai. Bonjour, grande dame. Tout mon courage pour vos courages. Merci. Et moi, mais je n'ai pas connu Adoko personnellement.
en passant souvent devant la collège, j'ai vu sa photo, j'ai vu que c'est un homme déterminé. Ce que je lui ai demandé, est-ce que vous avez eu des pépinières de Adoko au sein de votre parti qui pourraient relever la sens de Adoko au temps futur? Merci. Bonne émission. Bien, merci Frédéric. Madame. Moi j'ai vu des signes encourageants. Quand on préparait le programme de l'hommage, c'est l'une des rares fois où on se disait il ne faut pas que le programme soit trop long, les gens seront fatigués, donc il y aura une seule intervention de la CDPA. Mais il fallait voir ce que ça a provoqué comme débat dans la salle. Les jeunes ont dit il n'en est pas question. La direction nationale, la CDPA nationale va faire son oraison. La diaspora, la CDPA de la diaspora aussi nous a fait dire que elle entendait intervenir. Mais il n'est pas question que vous sacrifiez les jeunes. Et le débat a été long, mais à la fin, pour couper le court, j'ai dit non, c'est quelques minutes, laissez les jeunes s'exprimer puisqu'ils ont des choses à dire. Pour moi, c'est un indicateur que d'abord, ces jeunes appréciaient beaucoup Pascal et que quelque part, il était une source d'inspiration aussi pour eux. Donc, ils l'ont montré et je suis sûr, je les ai vus. Que de nouveau Pascal, c'est eux qui ont préparé. Nous aurons de nouveau Pascal. Bien, merci. Troisième auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Basile. Oui, Basile, parlez un peu plus fort s'il vous plaît, Basile. Vous avez aussi un poste récepteur à côté de vous. Oui, c'est à cause de lui que ça va mieux maintenant. Hein? Oui, allô? Oui, ça va mieux maintenant. Oui, allez-y, Pascal, Edouard et Basile. Ah, je salue les deux braves qui sont avec vous là-bas. Merci. Une fois que mon frère Gérard se prie qu'on dit qu'il y a dame de fer, je ne sais pas, Madame Adjamabo, là où son inspiration, d'où il tire son inspiration là. Une dame qu'on malmène tout le temps, elle est toujours là, mais quand même, Gérard n'a qu'à nous pardonner. On dit que elle est avec sa sœur et puis on dit que c'est elle qui est toute. Bon, c'est pour les féliciter. Moi, je ne connais pas Pascal Adoko, mais je l'écoutais très souvent sur les ondes. On l'a perdu? Là. J'espère que Basile, sans doute que Basile reviendra. Est-ce que derrière Basile, est-ce que nous avons un autre auditeur? Allô, bonjour. Oui, c'est Pelé qui revient. Oui, Pelé, vous revenez pour... vous êtes revenu très vite là, Pelé. Oui, c'est normal parce que je vais parler, comme vous parlez de la politique là, ou bien les actualités, je voudrais parler de l'actualité aussi, le CPC, comme M. Pascal était vice-président. On a convoqué le CPC le vendredi passé. Je ne sais pas pourquoi ils ont convoqué le CPC au moment où Pascal Adoko, le vice-président, n'était pas encore nommé. Je ne sais pas comment on peut nous signifier ça. J'adresse M. Gérard Dia, le secrétaire exécutif de la DNP, comment il peut nous apprécier cette convocation que le gouvernement ou bien le président du CPC a convoqué pour nous parler de quelque chose qu'on ne connaît pas ou bien de quoi. C'est ça qui nous... Est-ce que je ne comprends pas ce régime RPT qui ne veut pas être amoureux de son peuple. Donc je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la CPC là. Merci. Bien, merci. Gérard? Oui, je crois que nous-mêmes, nous avions été un peu surpris que au moment où le cadavre de Pascal n'était pas encore inhumé et que le pouvoir en place, avec la complicité de certains acteurs politiques, puisse convoquer une réunion alors que le vice-président
va être enterré dans les heures qui suivent. Nous n'avons pas compris ça. Mais comme lui-même le disait tout à l'heure, un général est tombé, mais les autres combattants doivent continuer la lutte. Nous avons analysé cette convocation, nous avons compris que, vu le cynisme des gens qui nous gouvernent, parce qu'on sait de quel bois ils savent chauffer, on sait comment ils savent malmener les gens, même dans la douleur, ils peuvent encore enfoncer le couteau. Nous savons tout ça. Et nous sommes préparés à toutes les éventualités. Et au moment où Monseigneur Podjour était décédé, nous avons fait une conférence de presse et les gens nous ont reproché, mais comment vous pouvez faire une conférence de presse pour vous engager dans telle démarche alors que Monseigneur Podjour quitte votre icône que vous suivez, vous pouvez... Nous avions dit, Monseigneur Podjour a été notre icône. C'est notre inspiration. C'est lui qui nous conduisait. Mais il est tombé. Si ceux qui nous combattent, ceux qui veulent nous anéantir, font sur nous, nous sommes obligés de nous mettre debout. Finalement, à côté de Monseigneur Podjour. Vous avez été à la réunion. Pascal. Vous avez été. Oui, je crois que nous avions envoyé des gens pour aller, puisque le sujet dont s'agit, le sujet dont il voudrait discuter, le sujet concernait l'ensemble du peuple togolais et il ne fallait pas que les gens profitent de l'absence de Pascal Adoko justement pour faire passer des choses inadmissibles. Donc c'est pas parce que Pascal n'est pas là que nous devons laisser sa place pour que les gens viennent faire du n'importe quoi à propos des Togolais. Bien, merci, c'est noté. Un auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour Pascal. Allô? Allô? Oui. Bonjour Pierrot plutôt. Oui. Quel est votre nom? C'est Abdel. Allô? Abdel. Abdel? Oh oui. Mais Abdel, pourquoi vous faites ça ce midi? Ah mais parce que la mémoire de Pascal... Je souhaite que vous incarniez désormais vraiment Pascal Adoko. On vous écoute, Abdel. On vous écoute, Abdel. Je voudrais présenter toutes mes condoléances à la famille de Pascal et à son parti politique, à tous les militants de son parti politique également. Et vous savez, lorsqu'il y a la mort qui frappe à notre porte, c'est le moment de nous questionner sur notre existence sur Terre. Et je pense que la politique ne devrait pas être cet instrument qui prime sur nos relations humaines. Nos relations doivent être les premiers, peu importe notre appartenance politique. Pascal Adoko, moi je ne le connais pas personnellement, mais j'ai eu à l'écouter dans plusieurs émissions. Et ce que je retiens de cet homme, je dirais ce grand homme, c'est sa consistance dans ses prises de position. Et Pascal n'est pas quelqu'un quelqu'un de violent dans le débat. Il essaye de faire passer, d'expliquer ce qu'il pense. Et je pense que c'est normal puisque c'est dans un jeu politique. Et avoir tout ce que vous avez dit de cet homme, effectivement, c'est une grande perte pour le pays. C'est une grande perte. Et les gens, beaucoup comme Gérald Lagarde, ne savaient pas aussi tout ça de lui, malgré qu'il était proche. Ça veut dire que Pascal était quelqu'un de bien. Alors, moi, tout ce que je vais convier nos hommes politiques, y compris Gérard et Madame Adjamagbo, c'est de se questionner sur l'existence réelle, notre existence sur la Terre. Est-ce que nos relations humaines ne devaient pas primer sur la politique? Nous pouvons faire la politique, avoir des idées différentes, mais moi je rêve de voir Madame Adjamagbo avec d'autres cadres de NIR dans la rue quelque part en train de prendre une bière. Mais lorsqu'ils se retrouvent sur le débat politique, qu'ils aient leurs positions différentes. Je pense que si nous arrivons à cela, nous allons, tant soit peu, peut-être essayer de surmonter
toutes les difficultés liées à nos vies. Merci beaucoup pour l'hommage que vous rendez à Pascal Adoko. Et c'est touchant. Mais il est déjà parti et il laisse un héritage à son parti politique. Je vous remercie. Merci Abdel pour cette intervention. Qu'est-ce que vous retenez de son message? Ce que je retiens, ce qui m'a touché, c'est quand il a dit qu'il souhaitait vraiment, il rêvait de ce que, par-delà nos appartenances politiques, que Madame Adjamagbo et des militants d'UNIR puissent, des cadres d'UNIR puissent prendre un verre ensemble. Oui, tout le monde en rêve, c'est ce qui se passe et ce qui devrait se passer dans une démocratie. Et je prie que nous trouvions le consensus sur le minimum basique de la démocratie que nous voulons construire pour que cette situation puisse arriver. C'est ça notre problème. Le combat est encore dur parce que on ne s'entend pas sur le minimum. Ailleurs, dans les sociétés démocratiques, par-delà vos convictions politiques, vous partagez tous, il y a un consensus. Vous partagez un minimum de valeurs intangibles que personne ne peut remettre en question. Et en plus de ça, vous avez vos particularités. Nous sommes à la recherche de ce minimum-là, et vivement qu'il arrive. Quand on regarde un peu, ou quand on questionne un peu la liste de ceux qui se sont révélés au plan politique au Togo et qui n'y sont plus depuis quelques années, quand même, cette liste, elle est longue. Et je cite juste quelques noms de personnalités très connues, comme l'ancien Premier ministre Eden Kodjo, il n'y est plus, comme l'ancien Premier ministre Maître Yovi Agboibo, comme l'ancien Premier ministre Gabriel Agboime Kodjo, comme l'ancien président de l'Assemblée nationale Fambaré Nathiaba, comme l'ancien ministre Charles Kondi Agba. En fait, et plus récemment, Maître Apévon a rappelé d'autres qui sont partis récemment. Oui, James Amaglo par exemple. Oui. Donc cela me dit quand même, comme le dit si bien Abdel, c'est un moment de questionner en réalité la présence sur terre des gens que nous sommes, des Togolais que nous sommes. Pourquoi par exemple autant de divisions que un responsable de l'opposition et un responsable du parti au pouvoir ne soient pas amis dans la vraie vie et que sur le plan politique ils aient des idées différentes. Au Togo c'est très difficile et ça c'est une réalité aussi. Comment aller au-delà de ces clivages-là? Oui, Pierrot, je crois que c'est ce que nous recherchons, que ce soit le Togo qui soit le bien commun pour nous tous et que nous défendions le Togo. Alors pour défendre le Togo, il faudrait que nous ayons une certaine philosophie. L'autre qui est dans le camp adverse n'est pas mon ennemi, mais c'est un adversaire politique. Adversaire politique veut dire la façon dont il veut gouverner n'est pas la même façon dont je veux gouverner. Donc chacun peut vendre sa marchandise pour voir qui peut mieux gagner. Mais quand nous sommes dans un pays et certains pensent que c'est eux qui doivent s'imposer, pas la force. C'est eux qui doivent s'imposer parce qu'ils ont l'administration à leur portée, ou bien ils dominent l'administration, ils dominent les forces armées, et qui peuvent s'imposer aux autres. Là, ça ne peut pas marcher. Et quand ça dure trop, les suspicions viennent. Et on se dit que, si je m'approche de tel, il peut me faire du mal. Ou bien, dans l'opinion, il est né des sentiments. Des sentiments de mépris. La dernière fois, vous avez pris un pot avec un responsable d'UNI, c'était quand? Bon, moi, je ne me rappelle pas. Bon, j'ai des amis. Ça s'est déjà fait quand même? Oui, bien sûr. J'ai des amis qui sont dans l'autre côté. J'ai des amis. Il n'y a pas que des adversaires politiques là-bas. Parce qu'il y a des gens qui
qui me Sur connaît, la même que je question, connais. j'écouterai Mme Madjavago dans un instant, mais on me signale qu'il y a un auditeur au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, allô? Oui, est-ce qu'on l'a, cet auditeur? Allô? Allô? Oui, bonjour Pierrot. Oui, bonjour. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi on m'a coupé. Hein. S'il vous plaît, c'est Basile. Oui, Basile, on ne t'a pas coupé. En réalité, nous sommes en direct. Ça peut se couper à tout moment, Basile. Personne, on ne choisit, on ne coupe personne ici. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi on va vous couper, bon, Basile. Pour dire seulement à Mme Adjouambo qu'ils ont perdu vraiment un grand combattant, comme tous les Togolais, même d'ailleurs, qui ont perdu ce combattant. Mais à elle, le Girard, il ne faut pas qu'il se décourage et ils n'ont qu'à continuer. Et voilà quoi. Moi, franchement, je ne sais pas d'où lui vient cette inspiration. On la malmène un peu partout, mais elle est toujours là. Voilà ce que je veux lui dire. Merci. Merci, merci. Madame, sur l'intervention d'Abdel, de vous voir, oui, c'est son rêve, prendre un pot, en fait, quand il dit dans la rue, peut-être dans un restaurant, dans un hôtel, je ne sais pas comment, mais déjà à l'Assemblée nationale, quel type de relation vous avez avec vos collègues qui sont du parti au pouvoir? Ils sont nombreux à l'Assemblée nationale. Mais des relations cordiales, des relations cordiales avec ses collègues, même si on est frustré au quotidien de se retrouver dans cet espace-là où on sait qu'en réalité, vous savez, la dernière fois, j'ai été obligé de tenir des propos que j'ai trouvés durs, mais je me disais, il faut le rappeler, parce que j'ai dû m'ériger contre, m'élever contre le fait que dans un rapport qu'on voulait nous faire adopter, eh bien, on ne voyait nulle part, nos contributions, les positions que nous avions prises, et sous prétexte de produire un rapport synthétique, eh bien, finalement, quand vous lisez le document, vous avez l'impression que vous retrouvez au temps du parti unique, du RPT, parti unique, parti État, où tout le monde regarde dans la même direction, où vous n'avez pas d'opinion qui diverge. Et j'avoue que ça m'a fait un choc, et j'ai demandé la parole, et j'ai dit, très bien, nous sommes une minorité. Vous nous avez réduit artificiellement à une minorité au sein de cette instance. Mais quand même, ne nous réduisez pas au silence, parce que nous sommes là, nous aussi, et nos positions doivent être très claires. Ça doit se retrouver dans les archives de cette instance. Bon, j'essaie d'avoir des relations. Mais sur cette actualité-là, c'était quoi? Vous discutiez de quoi? Vous avez apporté quoi et qui n'a pas été pris en compte dans les rapports? Eh bien, écoutez, c'était au sujet de la loi sur l'état d'urgence, où j'avais des divergences de fond qui étaient basées sur le fait que il y avait des inquiétudes sur l'utilisation abusive que l'on peut faire de cet état d'urgence-là, connaissant la nature du régime que nous combattons. Et de fait, j'avais mené mes enquêtes, j'avais des informations venant du terrain, c'est-à-dire de la région des savanes, qui indiquaient qu'il y avait des exactions. Et donc, j'ai demandé le bilan de l'utilisation de l'état d'urgence qui expirait. J'ai demandé à savoir quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour empêcher que les droits des populations ne soient pas violés. Et les réponses qu'on m'a données
ne m'ont pas du tout convaincu, et je l'ai dit, que j'en étais pas convaincu, et j'ai proposé que, au lieu de prolonger cet état d'urgence-là pour 12 mois, eh bien, donnons 6 mois, parce que nous sommes conscients de ce que nous faisons face à une adversité forte. On est en guerre, s'il faut le dire, mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à attacher du prix au respect des droits des populations. Mais figurez-vous que ça n'a pas été pris en compte. J'ai voté contre, je n'ai pas voté cette loi, mais je devais, et d'ailleurs, il faut que je le dise, je n'ai pas apprécié les réactions. Vous savez que des collègues sont allés jusqu'à dire, eh bien, ceux qui vous donnent ces informations sont justement des complices des terroristes, parce que les terroristes sont des complices. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Il s'est passé des choses là-bas, et j'ai demandé qu'on se donne 6 mois. Et que l'Assemblée se donne le moyen de contrôler sur le terrain ce qui se passe pour s'assurer qu'il y a une bonne utilisation qui est faite de l'état d'urgence avant de prolonger éventuellement et de donner 6 mois supplémentaires. Mais rien de tout ça n'apparaissait dans ce rapport. Vous convenez avec moi qu'il y avait vraiment... Est-ce qu'au vu de cette situation-là, il vous arrive de penser, ou de rêver, ou de se dire que non, mais en fait, qu'est-ce que je cherche là? Ah non. Ah non. Ce que je cherche là, je le sais, j'en suis consciente. Heureusement que j'étais là pour dire non, 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 non. Ne donnez pas l'impression que les choses se sont bien déroulées, vous avez respecté les droits des citoyens. Il fallait que quelqu'un dise là-bas qu'il y a eu des exactions et que on demande des comptes. On demande des comptes. Et parce qu'il y avait cette résistance-là, eh bien, l'idée d'organiser une mission parlementaire a été retenue pour que de visu, on aille sur place voir ce qui se passe dans l'intérêt des populations. C'est noté. On ne peut pas donner un blanc-seing comme ça pour la violation des droits des citoyens. C'est noté. Allô? Oui, allô, bien, je connais qui revient. Oui. Et vraiment, M. Abdi avait parlé de qu'elle ira vraiment voir Mme Adjamagbo et puis conseil de Uni en train de boire. De mon cas, j'aimerais très bien dire que j'aimerais très bien voir Mme Adjamagbo et les membres de Uni s'organiser pour prendre des décisions qui seront favorables à la population. Ma question est toujours posée. Quelle serait la pépinière du défunt du parti? Le défunt, c'est... Bon, j'ai oublié un peu le nom. Bon, je veux savoir si vous avez pu préparer, si vous avez préparé la pépinière qui va relever l'idée de Adoko. Oui, non, Frédéric, en fait, cette question a été déjà posée, et madame a bien répondu que... Oui, mais j'ai pas écouté la réponse. Mais en fait, au niveau de la CDPA, il dit, en fait, qu'il y a des jeunes Adoko qui sont tapis dans l'ombre et qui œuvrent déjà. Là, qui ont tenu à prendre la parole lors de son hommage. Après, Frédéric, on va essayer un autre auditeur tout de suite. Allô? Allô? Donc, cet auditeur, on ne l'a pas. On va continuer par parler de la nouvelle constitution, puisque cette constitution-là, elle fait l'actualité. Il y a 8 jours, cette constitution a rassemblé un certain nombre de Togolais au niveau de la Cassine. Madame Brigitte Adjamagbo y était. Vous étiez aussi? Non, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais dans une autre réunion, toujours pour le cas du Togo, et cette réunion n'a pas pu finir avant 18h. Donc, je n'ai pas pu... Mais quel est votre regard sur ce qui s'est passé là, puisque vous avez sans doute eu des échos? Bon, disons que pour la mobilisation, c'était pas ce qu'on attendait, mais déjà c'est pas mal. Le fait que tous les acteurs politiques presque se sont retrouvés, c'est aussi une bonne chose, même si quelque part l'ambiance qui a été réservée à certaines personnes n'était pas la bonne pour que cette mayonnaise que nous souhaitons vraiment puisse prendre. Je crois quand même que ceux qui étaient là-bas, certaines personnes ont eu le courage d'y aller, même s'ils n'y étaient pas invités.
c'est qu'ils aiment le Togo. C'est qu'ils aiment le Togo, ils veulent que les choses changent. Donc, cette mentalité que, bon, ben, écoutez, nous voulons être ensemble pour que la population nous comprenne, pour qu'elle nous refasse confiance, je crois qu'il faut les féliciter. Mais ceux qui ont, par contre, pensé qu'il faut isoler certaines personnes, il faut les écarter, je crois que ce n'est pas une bonne politique à ce moment, parce que les Togolais ont besoin d'être ensemble pour conduire cette fièvre, hein, qui brûle en chaque citoyen qui veut voir le Togo changer. Et cette affaire de constitution, je crois que personne ne doit se l'approprier. C'est-à-dire que personne ne doit dire que bon, c'est moi qui mène le meilleur combat. Non. Le combat doit se faire avec tous les citoyens. Partout où ils se trouvent. Et je souhaiterais que tous les groupes, hein, toutes les initiatives qui se font de gauche à droite pour contrer cette constitution, que chacun fasse un effort pour qu'il y ait une sanction, hein, dans l'intérêt du peuple togolais uniquement. Parce que, en fait, donnez-moi une minute pour vous expliquer que ce n'est pas une question de constitution. Si certaines parmi nous nous levons contre cette constitution, c'est parce que la façon dont ils ont procédé, c'est un mépris pour le peuple. Vous l'avez suffisamment exprimé avant. Oui, mais ce que je veux ajouter, si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une question de constitution. C'est une question de gouvernance. Donc, que les gens ne nous trompent pas avec cette question de constitution, alors qu'on leur demande de travailler pour le Togo, ils n'arrivent pas à travailler. Et nous, les Togolais, nous disons, ayons l'alternance. Avec l'alternance, on veut tester d'autres Togolais pour voir s'ils peuvent mieux faire. Parce que ce n'est pas l'ancienne constitution qui a empêché de créer de l'emploi. Ce n'est pas l'ancienne constitution qui a empêché de créer des écoles pour que les élèves ne se retrouvent pas à 4, à 5 dans le banc. Ce n'est pas l'ancienne constitution qui a fait que les valeurs morales qu'on doit véhiculer dans le pays, on n'arrive pas à les véhiculer. Ce n'est pas l'ancienne constitution passée. Oui, raconte-moi encore une. En fait, il y a un auditeur qui est là. Non, c'est pas, il n'a qu'à attendre. Ce n'est pas l'ancienne constitution qui a fait que la corruption se généralise. C'est pas la constitution. Les écoles ne se construisent pas. Les hôpitaux ne se construisent pas. Les gens qu'on met en prison de gauche, c'est pas l'ancienne constitution. Donc c'est une question de gouvernance. Et nous voulons une autre gouvernance. Les Togolais veulent une autre gouvernance pour voir si ils peuvent aussi évoluer. Est-ce qu'on ne peut pas avoir justement cette autre gouvernance à travers la nouvelle constitution, puisqu'on je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Ce n'est pas une question de république. La façon dont ils présentent même la chose en faisant croire que quand on rentre dans un système parlementaire, que c'est faux. Parce que ce qu'ils disent de parlementaire, la constitution n'est même pas parlementaire. Le régime qu'ils veulent n'a rien de parlementaire. Donc, c'est une contorsion de texte, c'est-à-dire qu'ils ont manipulé, la conscience des Togolais pour leur faire croire que c'est... Non, mais vous êtes Togolais aussi. Oui, vous êtes manipulé. Pas moi. Ils peuvent malveiller certaines personnes, pas moi. Okay. Donc, ça n'a rien de régime parlementaire. On va écouter madame aussi. C'est une dictature qu'ils sont en train de institutionnaliser. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Mais merci. On va écouter madame, puisque vous étiez à Kassimé la dernière fois. Racontez-nous un peu. Non, je pense que ce qui s'est passé là-bas était très bien. C'est de commun accord que le 20 mars, là, nous avions décidé qu'il fallait lancer un appel pour que les Togolais comprennent que il faut vraiment qu'ils répondent à l'invitation de nos collègues à ce meeting-là. C'était crucial et je ne souhaiterais pas en public revenir sur ce qui n'a pas marché et qui du reste n'est pas plus important. Ce qu'il faut retenir là-bas, c'est que la mobilisation à laquelle nous avons assisté, elle est prometteuse. Et nous devons appuyer sur l'accélérateur et faire en sorte que les Togolais abandonnent leur peur
retrouvent confiance en eux-mêmes et qu'ils puissent accomplir leur mission, parce que sans la mobilisation des Togolais, le changement que nous voulons, nous ne l'aurons pas. Nous avons en face de nous, je ne le dis pas pour... je pense qu'il faut qu'on comprenne que il y a chez ceux qui sont au pouvoir une incapacité congénitale et structurelle à faire avec la démocratie. Gérard disait que ce n'est pas une affaire de constitution. Je suis d'accord avec lui et je veux ajouter que c'est tout simplement une affaire de culture démocratique. Mais est-ce que vous vous trompez pas là? Qu'ils n'ont pas. Non, mais est-ce que vous vous trompez pas là? Sur quoi? Mais sur quoi? Mais puisque actuellement le gouvernement est en train de faire la promotion ou l'explication ou la sensibilisation autour de cette nouvelle. Il fait les choses à l'envers. S'il voulait montrer qu'il avait déjà compris comment les choses devraient se passer, eh bien, il aurait fait marche arrière. Et il se serait posé la question. Mais comment comprenez-vous alors? Comment comprenez-vous alors la démarche? Non, ils sont toujours dans la stratégie de la fuite en avant, mais ce faisant, malheureusement, ils apportent de l'eau à notre moulin. Parce qu'on ne peut pas comprendre cette démarche-là qu'ils sont en train de mettre en œuvre en ce moment. La démarche d'explication, c'était avant l'adoption de la Constitution qu'il fallait la mener. Et c'est ce que nous avions fait pour la Constitution de 92. Nous étions tous sur le terrain expliquant le projet et pour donner aux populations l'occasion de comprendre et de se prononcer. Parce que nous savions qu'à la clé, il fallait absolument organiser un référendum. Et pour demander à quelqu'un de se prononcer, il faut que vous vous assuriez qu'il sait sur quoi il aura à se prononcer. C'est cette démarche-là que nous avions adoptée. C'est cette démarche que la Constitution de 92 elle-même recommande. Surtout que la réforme qu'on prétend faire touche à l'élection du président de la République. Et il y a une disposition particulière, c'est l'article 59, qui a dit de manière explicite que seul un référendum peut permettre de toucher à cette question. Alors au nom de quoi on peut se sentir, comment dirais-je, on peut décider de passer outre, se sentir fort au point de pouvoir passer outre cette disposition-là spécifique. Mais il y a une question que les auditeurs ou les Togolais doivent se poser, madame. Une minute, madame, s'il vous plaît, madame. Profondément de culture démocratique. Ce n'est pas une génération spontanée. Nous tous, nous faisons. Madame, écoutez, je vais vous poser une question. Écoutez, madame. Oui, posez la question. Nous sommes dimanche. Oui. Nous sommes le 30 mars. Oui. Le pouvoir explique la nouvelle constitution que vous contestez. Les Togolais, ils sont relativement perdus. Ils se posent beaucoup de questions, puisque vous n'êtes pas d'accord. C'est tout à fait normal. Et la constitution est en train d'être mise en œuvre. La transition même tire vers sa fin. Est-ce que quelque part là, vous tous là, dans l'acteur politique, est-ce que vous n'embrouillez pas les Togolais? Qui a décrété la transition? Celui qui doit embrouiller, je crois que c'est eux. Parce que le 3 mai 2020, M. Faure Gnassingbé, l'actuel président de la République, a prêté serment en disant aux Togolais que je ne vais pas violer la Constitution, que je respecterai la Constitution. De quelle Constitution il parle en jurant ce jour-là? Il a juré devant les Togolais et devant Dieu que je vais respecter la Constitution. Il n'a pas terminé le mandat. La Constitution qu'il a juré de respecter, il a violé. Pour changer une autre Constitution, qu'il n'oublie pas ça. Et que nos frères unis aussi n'oublient pas ça. C'est du parjure. Qu'est-ce que les Togolais doivent retenir de la situation actuelle là? Le 4 mai 2025, le mandat de l'actuel président de la République arrivera à terme. Le 3 mai à minuit. Donc à partir du 4 mai,
le Togo aura un vide constitutionnel parce qu'on n'aura plus de président de la République élu suivant la Constitution de 1992 qu'il a juré de respecter. Il a juré de respecter ça. Et donc les Togolais n'ont qu'à savoir que nous courons vers un vide constitutionnel. C'est ça qui comporte notre déclaration de la dernière fois. Et nous disons que, vu que ça peut entraîner des remous, des choses inacceptables, nous demandons qu'il y ait des assises nationales, inclusives, et que nous allons commencer une transition maintenant. Que les gens de l'UNI acceptent que nous rentrons dans une véritable discussion pour engager une transition afin de trouver un compromis politique. Donc vous ne vous retrouvez pas dans la transition qui est en cours, Nous ne savons même pas qu'il y a une transition. Eux seuls savent. Eux seuls savent. Ils savent. Nous ne savons pas ce ça. qu'ils font. C'est maintenant que nous demandons qu'il y ait une transition avec soi-même. Voilà. On fait une transition. Ok, il nous reste 3 minutes pour terminer cette émission, qui est en partie consacrée à la mémoire de Pascal Adoko, enseignant de son état, mais dans les milieux scolaires ou de ces milieux-là, les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas toutes bonnes, puisqu'on parle de plus en plus de grossesse en milieu scolaire. Les chiffres qui sont souvent avancés et font froid dans le dos. Des fois, on se pose la question s'il faut croire ces chiffres qui sont avancés. Et quand il agit des 43 élèves exclus, parce qu'accusés d'être des auteurs de grossesse, et on s'est déjà posé des questions. Et, madame, vous êtes... vous avez été enseignante, vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous êtes acteur politique. Comment vivez-vous cette situation-là en tant que mère? En tant que mère, je me dis, c'est quelque chose qu'on devrait éviter. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'assurer l'éducation d'un enfant. Ça demande aux parents beaucoup d'efforts. Et ce qui arrive là peut avoir des conséquences qui marquent à vie ces filles-là qui tombent précocement enceintes. Mais je veux dire qu'au-delà de ces faits et de leurs conséquences, ce qui est en jeu, c'est des droits humains, et plus particulièrement les droits sexuels et reproductifs de ces filles, mais aussi des garçons. Ça traduit le fait que dans notre société, nous n'accordons pas beaucoup d'attention à ces droits sexuels et reproductifs, que nous considérons comme quelque chose dont il ne faut même pas parler. C'est un tabou. Vous en parlez avec des jeunes, avec des enfants. Ah, vous créez les conditions. Qu'est-ce que vous proposez, madame? Ce que je propose et que les acteurs de développement proposent. Et je veux rendre ici hommage à l'action de l'ATBF qui travaille depuis longtemps sur ce sujet-là en milieu scolaire et avec lesquels nous avons travaillé aussi avec l'organisation de femmes. C'est que le plaidoyer qui est fait pour que l'éducation sexuelle complète, une éducation bien maîtrisée, conçue par des experts, soit introduite en amont dans les cursus au niveau primaire. On déterminera à quel niveau exactement, et au niveau secondaire. Ces filles et ces garçons qui se livrent à ces comportements-là se comportent de manière irresponsable parce que les filles ne connaissent pas leurs droits. Les filles ne savent pas que pour user de leur corps, elles doivent le faire de manière à ce que cela n'entrave pas leur cursus scolaire, que ça ne gâche pas leur avenir. Et les garçons doivent savoir que ces filles-là ont des droits sexuels et reproductifs qu'il faut respecter. On ne va pas tomber sur elles et vouloir avoir des relations avec elles. Madame, sur la question, cette situation Madame, sur la question,
nous allons vous inviter à nouveau à revenir sur cette question spécifiquement. L'émission, elle va s'achever, mais je vais vous donner juste 10 secondes. 10 secondes pour conclure. 10 secondes. Je demande à tous les citoyens que la lutte, là où nous sommes arrivés, elle doit devenir citoyenne. Beaucoup de gens disent qu'ils ne font plus confiance aux partis politiques, peut-être, mais là n'est pas le problème. Merci Gérard. Nous avons besoin d'être ensemble pour mettre fin à ce coup d'État constitutionnel. Les 10 secondes sont passées, vous avez conclu pour les deux. Le coup d'État doit arrêter, le coup d'État doit être arrêté. Donc nous avons besoin de tous les citoyens. S'il vous plaît Gérard, l'émission elle est finie. Merci. Elle a été consacrée à la mémoire de Pascal Adoko. Nous aurons d'autres occasions pour revenir sur d'autres faits de l'actualité nationale. Merci Gérard Adia, merci à Mme Brigitte Adjamagbo Johnson, merci à Romaric Fritas. Je suis Pierrot Attiobé.